C'est le GEG, un petit nouveau qui revient sur Radio Libertarien. Alors, je suis souvent en spectateur, et là, ça fait bizarre de se retrouver de l'autre côté. J'ai un peu pris la place d'Adam, j'espère qu'il m'en voudra pas. Je sais qu'il se repose là, derrière son monitoring, donc c'est plutôt pas mal. Il a une revue d'actualité demain, ça va le calmer un petit peu. Alors, ça fait déjà plusieurs temps que j'avais fait un petit post là sur mon Instagram. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le GEG hein, sur Instagram et sur Twitter. Et j'avais fait un post, même deux posts, je crois d'ailleurs. Je l'avais fait en deux parties sur l'effondrement de l'éducation nationale, qui est pour moi un thème plutôt porteur, parce que l'éducation nationale, c'est vraiment ce qui symbolise peut-être au mieux l'État de manière générale, et la République, etc., puisqu'on grandit là-dedans. Et bon, j'ai ta famille qui est prof, etc. Enfin bref, je vais pas citer des détails sur ma vie privée, mais voilà, c'est un sujet qui me tenait plutôt à cœur et je me suis dit, pourquoi pas en faire une émission justement spéciale sur Radio Libertarien. Je trouvais que c'était la bonne occasion. Donc voilà, donc je vais reprendre en partie déjà ce que j'avais pu écrire, ou du moins faire à l'écrit dans le post que j'avais fait sur Instagram, et je vais l'étayer évidemment euh, beaucoup plus en détail que ce que j'ai pu faire jusque-là. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ces derniers mois, il y a pas mal d'articles qui fleurissent de plus en plus là dans l'actualité de manière générale sur la situation catastrophique de l'éducation nationale. Il y a de moins en moins de recrutement, il y a de plus en plus de départs, que ce soit à la retraite ou les démissions. Et l'État est tellement en manque de nouveaux professeurs ou de jeunes qui passent des concours qu'ils ont fait ce que l'on appelle un job dating. Ça m'a bien fait rigoler pour pallier justement les problèmes de recrutement. Alors je crois, Adam, que je t'avais envoyé un petit extrait d'article dans le Val d'Oise, je crois. Donc voilà, j'expliquais justement ce job dating pour pallier le manque de recrutement. Donc bac plus 3 minimum, 30 minutes d'entretien avec des inspecteurs ou des membres pédagogiques et on bouche les trous. Moi, je trouve ça un petit peu, je trouve ça quand même un peu insultant quelque part ce job dating vis-à-vis des autres professeurs qui ont par exemple eu besoin de faire plusieurs années d'études, etc. Donc on explique à une certaine catégorie de la population qu'il faut faire 5 ans d'études, avoir un master, etc. pour être instituteur ou professeur, et en même temps on leur explique qu'ils peuvent juste avoir un bac plus 3 minimum, ne pas du tout être dans le circuit, et puis au bout de 30 minutes d'entretien, arriver au même poste que des gens qui ont quand même bien galéré. Donc je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. On nous explique aussi qu'il y a des problèmes de budget, problèmes d'organisation. Enfin, l'éducation nationale en ce moment, c'est le gros foutoir. Donc, et même, je disais que c'était insultant pour les professeurs, mais je trouve ça insultant aussi pour les parents d'élèves et les élèves aussi de manière générale, hein, parce que 30 minutes d'entretien pour s'occuper de nos enfants, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire que quelqu'un va s'occuper de mon gosse alors que c'est juste une personne qui a fait 30 minutes d'entretien et on sait à peine d'où il vient et ce qu'il a fait. Enfin, ouais, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, il y a plein de facteurs qui montrent justement la chute de l'éducation nationale, enfin l'éducation nationale qui est en train de s'écrouler. Et on va commencer en premier abord, en premier lieu, par parler des retraites et du recrutement. Donc, quand on regarde la situation aujourd'hui des retraites à l'éducation nationale, il suffit de regarder les rapports statistiques qui sont disponibles d'ailleurs sur le site de l'éducation nationale, et on comprend assez facilement d'ailleurs que, que dans 20 ans, le monopole de l'enseignement, il sera HS. Alors, on va regarder les différentes statistiques, notamment de l'âge des professeurs d'abord et le nombre de professeurs recrutés chaque année. Je crois qu'il y avait pareil un document que je t'avais envoyé, Adam, sur l'âge, le sexe et le rythme de travail des personnels de l'éducation nationale. Voilà, je vous laisse regarder un peu les chiffres du graphique. Euh, et bon, il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, dès le premier abord, quand j'ai vu ce graphique. C'est que la plupart des enseignants en fait, ont plus de 43 ans. Donc le calcul est simple, hein, ils sont tous en retraite aux environs de 2040. 43 ans, 2040, on est en 2023, ouais, ça va être 63, 64 ans, aux alentours de 2040, 2042, au grand maximum, ils sont tous en retraite. Et ces professeurs ne seront pas remplacés. Ça, faut le savoir, puisque chaque année, il y a de moins en moins de candidats que de postes à pourvoir. Il y a plus de postes que de candidats. Et même chose également, il y avait un autre graphique également qui montrait le recrutement en enseignement supérieur. Je crois que tu l'as aussi, Adam. Justement, le graphique qui nous montre que
les recrutements d'enseignement supérieur ont divisé de moitié depuis 2009. En 12-13 ans, il y a eu quand même moins 49% de recrutement dans l'enseignement supérieur. C'est juste énorme, en fait. Et outre les retraites et les recrutements, puisque, au premier lieu, la sortie normale, entre guillemets, de ce genre de métier, c'est la retraite, mais il y a aussi pas mal de démissions. Donc, il est là le problème. Il y a plus de gens qui partent que de gens qui rentrent. On vient de le voir, hein. Il y a des profs qui partent à la retraite et qui ne peuvent pas être remplacés. Outre ces profs qui partent, il y a beaucoup de gens qui, ne veulent pas travailler là-dedans, dans l'éducation nationale, et ça peut se comprendre. Et une partie de ceux qui y travaillent, qui sont déjà dans le circuit, démissionnent. D'ailleurs, il y avait un autre graphique qui montrait les... Alors, je ne sais plus le titre exact, mais c'était sur les démissions de manière générale, sur les 10 dernières années, je crois. Il y avait un graphique euh, sur le nombre de démissions. Et quelque part, c'est un peu notre avantage, quelque part. Ce qu'il faut se dire. Si l'éducation nationale est en train de couler, c'est un peu bon signe pour nous, quoi. Ça veut dire que le monopole de l'éducation nationale meurt petit à petit et à petit feu. Ce qui n'est pas plus mal, vous me direz. Et ça pourrait amener justement une chance à la liberté d'enseigner, aux écoles libres et même à la concurrence, hein, tout simplement, de casser ce monopole. Donc bon, on va pas trop pleurer non plus sur le sort de l'éducation nationale. On n'est pas tellement là pour ça. Et outre également les retraites et le manque de recrutement, etc., la chose que le gouvernement nous dit à chaque fois et qui, pour eux, est le réel problème au sein de l'éducation nationale, c'est le budget. On nous parle toujours du budget, des problèmes d'argent, et ils pensent avoir trouvé la solution magique, hein. On sort toujours la vieille rengaine de l'augmentation des salaires, qui, pour moi, en réalité, est juste là pour cacher l'arbre, quoi. On cache les véritables problèmes qui rongent cette école d'État. Pour moi, le problème n'est pas véritablement le salaire. Après, mais bon, je sais qu'il serait un peu démagogique de dire que les professeurs n'aimeraient pas être augmentés. Je pense que les professeurs aimeraient grandement être augmentés, évidemment. Mais pour moi, c'est pas le souci principal. C'est pas leur priorité. S'ils démissionnent autant que ça, c'est pas pour le salaire, en vérité, hein. C'est parce que déjà, de un, ils peuvent pas choisir leur lieu de travail. Donc déjà, ils ont des obligations au niveau des lieux de travail. C'est bourré d'affectations aléatoires. Ils choisissent pas non plus les établissements. Ils n'ont aucune liberté pédagogique. Et ils sont jugés systématiquement de façon permanente par des inspecteurs ou des fonctionnaires d'administration qui sont plutôt arbitraires et même assez souvent jupitériens. En plus de ça, le climat dans l'enceinte des écoles, le climat humain de manière générale est absolument désastreux. Les relations entre les profs et les parents d'élèves, ça se dégrade tout simplement. Il y a même des élèves qui sont de plus en plus violents. Là, j'ai vu l'autre jour encore une vidéo, bon, ça date un petit peu, mais un élève qui ne voulait pas participer à un cours dans le 93, il est juste venu dans la classe. Et il voulait partir 10 minutes après. Il a sorti un gun, il a pointé la prof pour lui dire note-moi présent pour que lui, après, puisse partir en étant noté présent. Bon, ça, c'est le genre de cas un peu rare qui se passe, mais ça se passe. Je trouve ça un peu compliqué, ce genre de situation. Bon, bref, le climat humain est aussi tout aussi désastreux dans l'enceinte des établissements. Les élèves sont violents entre les professeurs, mais tout aussi violents entre eux. Il y a une augmentation de la délinquance et puis surtout l'augmentation d'un abrutissement total. J'ai l'impression que plus les années passent, plus on crée des abrutis, quoi. C'est d'ailleurs le titre d'un livre de Brigelli, hein, La fabrique du crétin. On y reviendra un petit peu plus tard. Dans quelques instants, je l'ai lu, c'est pour ça que je comptais vous en parler un petit peu. Mais bon, cet abrutissement, je trouve, reflète aussi et plutôt bien, non pas forcément que l'école, mais la société actuelle de manière générale. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc voilà, pour moi, c'est surtout ça, c'est l'organisme interne qui pousse à la démission, et pas tant uniquement le budget et le manque de salaire. En continuant sur l'argent, en dehors des salaires, il y a la question du budget, de manière générale, parce qu'on dit l'école d'État est gratuite, machin. C'est faux. C'est pas gratuit du tout, ça coûte énormément d'argent. Les dépenses éducatives représentent d'ailleurs le premier poste de dépense de l'État. C'est pas n'importe quoi. Je crois que j'ai les chiffres là de l'éducation nationale. Au niveau du budget, c'est 77 milliards d'euros pour 2022. Et les dépenses intérieures d'éducation, ce qu'on appelle les DIE, c'est 148 milliards en 2015.
Je crois qu'il y avait un graphique d'ailleurs que je t'avais envoyé, Adam, sur les DIE, les dépenses intérieures d'éducation. Les DIE, pour faire simple, c'est toutes les dépenses sur l'ensemble des agents économiques. Donc c'est quoi? C'est l'administration publique, c'est les entreprises qui viennent de temps en temps à l'école, par exemple, je sais pas, le ménage ou l'entretien ou le jardinier, etc. Enfin, tout ce qui euh, entoure l'administration publique et l'entretien. Mais il y a aussi une part là-dedans qui part pour les activités d'éducation, enseignement scolaire, extrascolaire, à tous les niveaux. Euh, et puis les assistantes, etc., pour les élèves handicapés. Enfin bref, il y a beaucoup de budget qui partent là-dedans. Donc déjà, ça, c'est juste énorme, hein. Je vous rappelle les chiffres quand même. 148 milliards d'euros de dépensés en 2015, rien qu'en DIE. C'est juste énorme, hein. J'ai l'impression qu'on se fout de moi, en fait. C'est, je sais pas, c'est incroyable. Et on pourrait penser, en regardant le budget, et puis justement les démissions, les retraites, etc., que l'école d'État est une catastrophe. En réalité, c'est une réussite. Parce que le but premier de l'école d'État républicaine n'était pas du tout, de manière générale, d'enseigner, d'apprendre, d'élever les élèves. Donc, quelque part, dire que l'école républicaine d'État est une catastrophe et un échec cuisant, justement, non. Il faut se rappeler également que l'école d'État, surtout depuis Jules Ferry, c'est pas une institution qui est dédiée au savoir et à l'instruction, c'est juste une sorte de conférence en soliloquie, c'est-à-dire des gens qui écoutent une seule personne, dont le but n'est pas juste d'écouter cette personne-là, mais d'implanter et de s'implanter l'idéologie républicaine dans la tête des différents individus. Point. C'est juste un outil de propagande républicain et de l'autre côté une garderie. Ça permet aux parents voilà, de ne pas avoir les enfants dans les bottes toute la journée. Et hop, voilà. Donc c'est mis une garderie, mais en même temps un outil de propagande assez poussé justement de l'État républicain. Donc l'école forme uniquement des citoyens. Ça ne forme pas des individus intelligents, instruits. C'est juste former des bons citoyens. C'est juste ça. Euh, et à suivre les valeurs de la République, une garderie républicaine. D'ailleurs, Jules Ferry, à l'époque, et c'est assez drôle quand on regarde là-dessus, il a dit à la Chambre des représentants à l'époque, je vous ai promis la neutralité religieuse, je ne vous ai pas promis la neutralité politique et philosophique. Bon, quand on sait qui est Jules Ferry et ce qu'il a fait par rapport à l'éducation nationale ou même l'instruction à l'époque, avec cette phrase, on comprend déjà un petit peu plus où on va. Même si aux alentours des années 1880, à l'époque où c'était encore l'instruction nationale, il y avait c'était déjà moins républicain. Il y avait tout de même de la propagande, mais un petit peu moins. Il y avait plus d'apprentissage traditionnel, lire, écrire. Il y avait un peu de dogme, et pas des masses non plus comparé à aujourd'hui. Et c'est à partir des années 60-70 qu'il y a pas mal d'idéologues de gauche surtout, hein, évidemment, 60-70 par rapport à mai 68, etc., qui ont transformé cette école justement en quelque chose d'égalitaire. Ils ne supportaient pas l'inégalité. C'est d'ailleurs ce qui fait la définition de tous les gens de gauche, c'est l'égalité et non pas la liberté. Et pour combattre toutes ces inéquités, ils ont mis tout le monde sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs Brigelli qui disait ça, qui disait ça très très bien dans un de ses exemples. C'était qu'à l'époque, par exemple, je vais prendre un nom grossier hein, un peu caricatural, mais grosso modo, il y a Dylan, Kevin, bon, qui n'a pas un vocabulaire très poussé, il a 3 ans, on lui montre une photo de voiture, et au lieu de dire «Ah, ça, c'est une voiture», quand le professeur lui demande ce que c'est, il va dire «Ah, ça, c'est une vroom vroom». Et il va se retourner, le professeur, vers un autre élève, je sais pas moi, François va dire «Ah, ça, c'est une cabriolet anglaise». Ils ont le même âge. Et ce qui s'est passé, c'est que pour justement remettre tout le monde sur un pied d'égalité, à partir de là, l'école n'était plus uniquement verticale, c'est-à-dire des gens qui écoutent et qui apprennent un savoir d'une personne au-dessus, mais à l'horizontale. On a tourné le
curseur dans l'autre sens pour que tout le monde soit pareil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que les élèves qui ont plutôt, dans ce genre d'exemple, un vocabulaire assez poussé, etc., vont devoir régresser pour se mettre à la hauteur de ceux qui n'ont pas les capacités, quelque part, à répondre à ce genre de questions, ou du moins à répondre aux problèmes qui étaient posés. Il est là le problème, c'est-à-dire que ça crée, par définition, un éclatement des élites. Les élites s'abrutissent de plus en plus pour se mettre au même niveau que ceux qui sont tout autant abrutis et dont on n'a pas le savoir. Et je trouve ça assez problématique à partir de ce moment-là, puisqu'il n'y a plus du tout d'évolution et d'émancipation intellectuelle de la part des élèves. Euh, Même chose au niveau des professeurs. On voit aujourd'hui les professeurs, quand je parlais du moins des pieds d'égalité, euh, ce que je remarque également, c'est qu'il n'y a plus réellement de rapport élève-professeur. C'est-à-dire que dans certains moments, le professeur n'a plus de réelle autorité sur ses élèves, etc. Et on se rend compte que, voilà, limite, on tutoie le prof, etc. C'est rapidement le bordel. Donc déjà, rien qu'au niveau du tutoiement, on est déjà, on est déjà bien en dessous, quoi. Donc ce que je disais, c'était justement l'écrasement des élites. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein. Les élites sont de plus en plus abruties, on le voit bien. De toute façon, ceux qui nous gouvernent, ils sont cons comme des pieds, si je puis dire. Vous comparez des hommes politiques qu'il y avait, par exemple, sous le général de Gaulle et les hommes politiques que l'on a aujourd'hui sous Macron, par exemple. Une Marlène Schiappa sous Charles de Gaulle, ça aurait été quand même bien compliqué, quoi. Il y a plus de création non plus véritable. Quand on regarde il n'y a plus d'élite non plus, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu une période, outre l'école, je parle culturellement, dans la littérature, etc., on avait tout de même des pontes, que ce soit en prix Nobel, que ce soit même en mathématiques, que ce soit en ingénieur, en médecine, que ce soit, je pense à Pasteur, par exemple, ou encore à des peintres ou même Victor Hugo. On a eu une grande période de littérature française, etc., de l'art pictural, et on se rend compte qu'aujourd'hui, niveau musique, peinture, livres, où sont passés nos prix Nobel? C'est la question que je me pose souvent, et je crois qu'on en avait d'ailleurs parlé avec Adam il n'y a pas si longtemps que ça, quand j'étais intervenu sur un 0% socialiste. C'était exactement ce qu'on se disait. Où sont passées nos élites, nos prix Nobel? C'est catastrophique. Et donc justement, ce que j'avais dit à l'époque, c'était ça, c'était qui sont les influences d'aujourd'hui. À l'époque, les influences niveau musique, ça pouvait être Mozart, ça pouvait être Victor Hugo, ça pouvait être Jules Verne, ça pouvait être plein de monde, plein de personnes qui ont apporté beaucoup de choses culturellement. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est Nabila, c'est Jul, c'est Cyril Hanouna, quoi. C'est compliqué, quoi. C'est ça les influences. C'est vraiment ça que je me pose comme question. On est vraiment arrivé à un stade comme ça où les influences, c'est ça, ce sont ces gens-là qui ont repris le dessus sur des gens qui étaient plus ou moins qualifiés pour nous donner un peu leur savoir. Je trouve ça hyper triste, quoi. Et à l'échelle mondiale, c'est pareil. Il y a un gros éclatement des élites. Adam, pareil, avait mis l'autre jour un tableau sur le classement des pays au niveau de la réussite scolaire. Pareil, ça fait peur, ça. Quand on regarde le tableau, alors je ne sais pas si tu l'as encore, je te l'avais pas renvoyé, Adam, mais je sais pas, tu dois peut-être l'avoir encore dans tes réserves de galeries photos. Ça fait froid dans le dos, quoi. D'ailleurs, toutes les Olympiades de mathématiques également, il faut savoir, sont remportées par les Asiatiques. Quand on regarde sur le tableau, pareil, ça correspond à ce qu'on voit aujourd'hui sur ce modèle scolaire. Après, je dis pas qu'ils ont un modèle scolaire très bon et qu'on devrait suivre, mais du moins, c'est eux qui prennent le lead, en tout cas sur les prochaines années et sur les cursus mathématiques et informatiques. Euh, Ça se vérifie sur le tableau. Et même les pays scandinaves, que français, allemands, enfin bref, en Europe, on a tous adulé là pendant je sais pas combien d'années en disant le système scolaire finlandais, suédois, c'est formidable. Même eux, au jour d'aujourd'hui, vous regardez dans le classement, ils se cassent la gueule tout autant. Donc ça fait mal partout, pas qu'en France. Je crois que c'est un système assez global là qui commence à s'écrouler.
Pareil, tout le monde a son brevet, son bac. Il y a plus vraiment de légitimité dans les diplômes. Tout le monde passe quasiment. Il faut savoir qu'il y a plus de mérite, même si, bon, si jamais il y en a déjà eu un d'ailleurs, mais voilà, tout le monde passe, du moins jusqu'à la faculté. Pour une seule et bonne raison, c'est que la fac reçoit des subventions par rapport au nombre d'élèves qui rentrent dans les établissements. Donc voilà, on sait un peu pourquoi il y a plein de monde qui passe comme ça. Il y a des subventions qui traînent un petit peu partout. Tout le monde passe globalement à peu près jusqu'à la fin de la licence et il commence à y avoir un tri à partir du master. C'est vraiment à partir du master qu'il y a un tri. Et moi, ça me fait peur parce que ça veut dire qu'on est arrivé dans un système scolaire où le tri s'effectue à peu près lors de la 20e année de cursus, quoi. Donc, on rentre, on fait notre période scolaire et le premier tri, c'est quand on a, allez, grosso modo, si on n'a pas passé ni déclassé de classe, grosso modo, ça se fait quand on a 21 ans, quoi. On en est arrivé là, quoi. Et moi, ça m'exaspère, en fait. C'est fascinant. C'est déroutant, mais c'est tout aussi fascinant. Et ce qui est fascinant aussi, c'est de se dire que les professeurs, à la fin des années 50, eux, passaient un diplôme, ils avaient une formation fin troisième, je crois. C'était ça, c'était l'équivalent d'un brevet. La formation durait 3 ans. Donc, grosso modo, tu sors de troisième dans les années 50, à quoi? À 14 ans. Tu fais les 3 ans de formation, ouais, à 17-18, tu pouvais être prof. Tu pouvais être instit. Aujourd'hui, c'est minimum master pour être instit. Et donc forcément beaucoup plus de temps d'études. Et le résultat est encore plus mauvais quand on regarde les qualifications des professeurs, etc. Les mecs, ils arrivent, ils font master 2, droit, psycho. D'ailleurs, ils sortent quasiment tous de psycho ou de sociaux, de toute façon. Donc c'est là qu'on se rend compte que mathématiquement, etc., on comprend aussi pourquoi il y a des gros problèmes de mathématiques ici en France, parce qu'il y a beaucoup de professeurs, même d'instit surtout d'instit, qui mathématiquement, historiquement, c'est zéro, quoi. Ils sortent tous de psycho ou sociaux, quoi. Le genre de cursus où il n'y a aucun rapport, quoi. Donc ce que je me dis aussi, c'est à l'époque, années 50, fin de troisième, 3 ans de formation, prof à 17 ans, il n'y a pas grand-chose à redire. Aujourd'hui, pour attendre d'être prof, titularisé, machin, il faut attendre au moins, avant de passer les concours, le CAPES, etc., au moins 28 ans, et encore 30 ans, globalement. Et le niveau est encore plus mauvais, alors qu'il y a encore plus de temps d'études. Donc c'est là que je me dis que finalement, l'équivalent entre les deux, c'est quoi? Le master ou le bac plus 5 aujourd'hui, ça équivaut à 3 ans de formation post-brevet années 50. C'est d'une tristesse. C'est d'une tristesse, quoi. Ça équivaut à un brevet de troisième de 1956, quoi. On nage en plein délire. On nage en plein délire. Et je vous parlais du tri tout à l'heure. Dans les années 50, le tri se faisait aux environs de la troisième, quoi. C'était là que on savait qui allait faire quoi, qui allait se mettre dans telle ou telle activité dans les différentes formations. Après, dans les années 70-80, c'était autre chose. Il suffisait, je crois, d'avoir fait une année de licence, n'importe laquelle, pour être instit. Donc, ça, un petit level up. Et aujourd'hui, la majorité des profs, ouais, c'est ça, c'est sociaux et psycho. Donc, on est tellement en manque de recrutement, même là-dedans, qu'on fait des job dating, quoi. C'est juste une catastrophe. Le niveau régresse partout. J'ai parlé des élèves, mais aussi les professeurs, forcément, puisque les élèves de l'époque sont les professeurs d'aujourd'hui. Et les élèves d'aujourd'hui vont être les professeurs de demain. C'est ça qu'il faut se dire aussi, surtout. Donc on court à la catastrophe. Suffit de regarder, par exemple, les cours de certains professeurs. Bon, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai quitté les bancs de l'école. Euh, Certains exemples ou certains énoncés étaient quand même bien corsés, quoi. Je sais qu'entre profs, ils ont des sites, des groupes Facebook, je crois. Enfin, ils ont des plateformes entre eux d'échange de profs, groupes d'entraide. Et je sais que quand certains demandent ah, tiens, j'ai un truc à faire sur le thème du voyage, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as proposé? Il y a quand même certains profs qui disent ah ben j'ai pris l'exemple d'une chanson de Yannick Noah. Il parle de Caracas, je sais pas quoi. Euh,
plutôt que, je sais pas, moi, apprendre quelque chose d'un peu plus raffiné, quoi. Je sais pas, une poésie, par exemple, Le Voyage de Baudelaire, je trouve ça pas mal, quoi. Yannick Noah, voilà. Ça m'embêterait un petit peu de mettre mon enfant dans une école pour apprendre une chanson de Yannick Noah, alors qu'il pourrait apprendre beaucoup plus de choses et beaucoup plus pointues, quoi. Et d'autant plus que les poésies aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Il y a de plus en plus de professeurs qui refusent certains poèmes ou certaines poésies, hein, trop compliqués. Les alexandrins, les quatrains, monosyllabiques. Non, c'est beaucoup trop dur. Non, non, on va pas faire ça. On va mettre une interview de Kev Adams en exemple pour le cours. Ça, je l'ai vu, ça. Ça, je l'ai vu. Et je l'ai eu d'ailleurs. Voilà. Commenter une interview de Kev Adams. J'étais catastrophé. Et je le suis encore, je crois. Rien qu'à en parler, je revois encore le texte de Kev Adams et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Donc le nivellement par le bas, déjà, il se fait par là. Il se fait par l'école. Et évidemment, on renie un passé extraordinaire, hein, culturellement, par la bêtise ambiante. Mais à un niveau inégalé, quoi. Là, on a comme exemple Kev Adams, c'est la chanson de Yannick Noah, alors qu'à l'époque, on pouvait avoir des textes beaucoup plus raffinés, quoi. Et beaucoup plus raffinés. Je suis persuadé que si je parle à une personne qui a eu un cursus scolaire dans les années même 70, hein, je pense même que quand ça a commencé à vriller, il y avait quand même des exemples et des discours qui pouvaient quand même être intéressants. Là, c'est vraiment un abrutissement total, quoi. C'est à la limite si on va pas montrer des extraits de Cyril Hanouna en cours et faire un commentaire à l'oral de Cyril Hanouna. C'est d'une bêtise ambiante. On passe de Victor Hugo à Yana Nakamura. Je sais pas si vous avez vu ça d'ailleurs en faisant le lien. Il y a quand même un député En Marche. Enfin, c'est plus En Marche, mais non, c'est je sais plus quoi, Renaissance, il change tous les jours. Il y a quand même un député justement d'En Marche qui a dit que l'ambassadrice de la langue française, c'était Aya Nakamura. On en est là, quoi. On en est là. Donc quand je vous ai dit que nos, nos élites gouvernantes sont abruties, là, je crois qu'on touche le point, quoi. Aya Nakamura, ambassadrice de la langue française. Il y a quand même un gros problème, là, vraiment. Quand on parle de musique ou de cinéma, par exemple avec des gens de ma génération qui ont grandi dans ce système éducatif un petit peu euh, rectiligne, etc., c'est très vite, quoi. C'est très très vite. J'ai des amis de mon âge là, et je pense que c'est le résultat un peu de tout ça, qui sont grandis là-dedans. Moi, je collectionne les vinyles, par exemple. J'aime bien les musiques assez anciennes. Ça va des années 30 à 80, grosso modo. Je peux pas parler de grands artistes comme Les McCann ou même un artiste français d'avant, d'après-guerre. Je vais prendre un exemple tout con, mais Jean Sablon à aller peut-être 80% des gens qui ont mon âge. C'est impossible, quoi. Je leur parle de Jean Sablon, limite pour eux, ça va être un joueur du Bayern Munich, quoi. Donc c'est très compliqué. Et je pense que ça vient là aussi, techniquement, hein, grandi dans un univers tellement matrixé au niveau de l'éducation qu'il n'y a plus de perspective intellectuelle, ni de recherche, ni de découverte. Les gens, j'ai l'impression, ne veulent plus chercher par eux-mêmes, découvrir des choses. Ils attendent bêtement qu'on vienne leur dire, tiens, tac, ça c'est pas mal comme musique, ça. Ils s'abreuvent en fait. C'est une sorte de, comme des oies qui sont gavées. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le clip de Pink Floyd, par exemple, sur The Wall. On voit parfaitement tous les élèves en randonnion qui se ressemblent tous et qui ont vide le cerveau et ne ressemblent plus qu'à des mannequins et des pantins. Bah, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est parler d'un film qui est peut-être même de 1995 hein, à des élèves aujourd'hui, un professeur qui veut montrer un film en 1995, pour eux c'est déjà vieillot, quoi. Oh, je vous dis pas ce que c'est si on leur met du Jean Gabin ou du noir et blanc, quoi. Donc il n'y a pas le regard vers le passé. Et pour moi, il peut y avoir un problème quand on regarde pas dans le passé comme ça. Ça ne peut pas avancer sans regard vers le passé. Il n'y a aucune conscience de ce qui s'est fait avant, ou du moins une mauvaise conscience, parce que c'est pas au niveau de la pédagogie qui est utilisée par l'éducation nationale, franchement,
aller apprendre les rois de France, même l'histoire napoléonienne. Il y a beaucoup de choses qui sont écartées. Je trouve ça dommage et c'est pour cette raison qu'on n'a pas ce recul vers le passé parce que c'est bridé. On nous enseigne que ce que l'État, de manière globale, veut nous enseigner, hein. Les choses qui se sont passées en France historiquement et qui ne sont pas tellement à la gloire de l'État, bizarrement, on ne l'apprend pas. Et c'est aussi un problème. Et pareil, je sais qu'on n'apprend plus aujourd'hui l'histoire comme moi je l'apprenais encore à mon époque, c'est-à-dire euh, chronologiquement. On l'apprend idéologiquement. Ça, c'est un problème aussi. C'est un problème aussi parce qu'on se retrouve avec des élèves limite qui se disent que César a combattu Napoléon à Verdun en 76 pendant mai 68 avec les syndicats, quoi. Ça m'étonnerait même pas que j'entende ce genre de phrase, quoi. Euh, c'est, enfin, je trouve ça assez triste quelque part qu'on en soit arrivé là, mais en même temps, je suis quand même plutôt confiant parce que c'est un système qui s'éclate par lui-même. C'est juste le résultat de la déchéance de l'apprentissage, hein, tout simplement. Euh, donc voilà, l'école d'État n'a pas échoué, puisque sa finalité, comme je vous l'ai dit, ça n'a jamais été l'instruction ni la formation, mais juste une garderie et transmettre une idéologie politique, donc républicaine, idéologie d'ailleurs qui se meurt et qui devient de plus en plus radicale, parce que même quand l'éducation nationale n'arrive pas à recruter, qui sont fortement en demande, elle fatigue quand même les jeunes qui ont réussi les différents concours et qui sont d'ailleurs en phase de stage de titularisation. Il y a plusieurs candidats d'ailleurs hein, qui n'ont pas été titularisés au seul titre qui diffusaient pas la pédagogie imposée par l'éducation nationale. Donc les mecs sont en galère, ils ont besoin de monde et ils se permettent même de refuser des gens qui ne vont pas dans leurs idées. Je trouve ça quand même incroyable. Donc ça veut dire tout simplement que c'est l'État et l'administration qui fait l'apprentissage, qui fait l'école, c'est pas le professeur. Déjà, ça devrait porter à questionnement déjà. Donc non seulement l'école d'État est en manque de profs, mais justement, elle élimine au fur et à mesure tous ceux qui vont pas dans son sens ou dans son idéologie, ou du moins à l'encontre de l'idéologie. Je vais y arriver. Euh, pour moi, sincèrement, je crois qu'il n'y a rien à attendre de ce genre d'institution, quoi. Une institution qui broie les gens qui y travaillent au même titre que les élèves qui en font partie, non, ça n'engage rien de sain, vraiment. Euh, et donc pour moi, pour conclure, je pense que pour pallier ce problème d'école d'État, faut simplement attendre un petit peu. Elle va se déstructurer elle-même, du moins elle est en bonne voie. Ça va permettre de casser le monopole, qui est une très bonne chose, et voir peut-être la naissance d'écoles libres. Du moins c'est ce que je souhaite, hein. Écoles libres dans lesquelles les profs seraient libres d'exercer leur pédagogie, libres de choisir leurs établissements, qui seront indépendants et qui ne seront plus centralisés à un ministère. Euh, et puis surtout, étant donné que ce sont les professeurs qui vont eux-mêmes faire leur pédagogie, ils pourront au moins, ou du moins seront plus à même de comprendre et de s'adapter aux élèves qu'ils ont en face d'eux, plutôt que de suivre bêtement un programme qui a été, ou une pédagogie égalitaire qui a été décidée dans un bureau par plusieurs personnes qui n'ont d'ailleurs aucune conscience de l'individualité de chacun et qui n'ont jamais été professeurs et qui ont un avis surtout en ayant jamais rien fait. C'est d'ailleurs une phrase de Louis Funès qui disait ça, que j'avais beaucoup aimé dans La folie des grandeurs. Mais je suis ministre, si je suis viré, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire, je suis ministre. Voilà, ça résume. Je crois que ça peut bien résumer ce qui se passe encore aujourd'hui au niveau de la pédagogie de manière générale qui est dictée par juste des mecs dans un bureau et qui n'ont aucune conscience de rien et du système éducatif de manière globale. Voilà. Bon, j'espère que j'ai pas de retour de chat, donc j'espère que ça s'est plutôt bien passé. J'espère ne pas avoir été trop rapide, trop... Alors bonsoir à tous, c'est Adam Villon qui vous parle. Je vais me mettre à l'antenne.
Au final, tu vois, 2 semaines sans live, c'est trop long pour moi. Du coup, Ça te hop, manque. on va se mettre à l'antenne. Alors attends 2 secondes que je copie ton audio et tout le bazar. Tac, voilà. On va se mettre en duo. Hop. euh, tac, tac. Voilà. Parce que j'ai moi-même quelques petites questions à te poser. Je vais me faire l'avocat du Mhm. diable sur certains sujets. Alors, je dis pas Non que mais ouais, j'aurai les faut, réponses à tout. faut gratter un peu. Ah non, non, ça va être plus des questions, euh, comment dire, pas d'ordre personnel, mais presque, enfin Ok. sur ce que tu en penses, etc., sur ce que tu as pu dire à certains moments. Alors, attends, vas-y, parle 2 secondes, histoire de voir si on t'entend Oui, correctement sur est-ce que cette scène. Oui, ça... c'est C'est bon. parfait? Et le son est bon? Le son est bon, formidable. C'est bon, le son est bon. Alors, je vais juste d'abord lire 2 citations là que nous a faites le chat. Alors Mhm. d'abord Stéphane, la pire chance, c'est l'éducation décrétée et uniforme, car dans ce régime, l'erreur est permanente, universelle et irrémédiable. Ceux donc qui, poussés par le sentiment de la fraternité, demandent que la loi dirige et impose l'éducation, devraient se dire qu'ils courent la chance que la loi ne dirige et n'impose que l'erreur, que l'interdiction légale peut frapper la vérité, en frappant les intelligences qui croient en avoir possession. Frédéric Bastiat. Longue Évidemment. citation, merci Stéphane. Euh, Une autre citation, mais on n'a pas d'auteur, Vadim. Non, mais tu vas voir pourquoi j'en parle, parce que je vais revenir sur certains petits points. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas capables de maintenir notre culture. Citation vieille de plus de 3000 ans, nous dit Vadim. Et c'est vrai qu'il y a un peu euh, cette tendance à se dire c'était mieux avant, tu vois. Et j'aime bien la poésie, par exemple, du Haut Moyen-Âge, etc. Et, et c'est vrai qu'on l'entendait déjà. On pouvait entendre ce genre de choses. Euh, Bah, tu vois, c'est le genre de phrase que j'aurais pu entendre encore hier, tu vois. Ça fonctionne, tu vois. Il n'y a pas de réel changement, quoi. parce que, par exemple, tu parlais du fait que... alors toi, c'est sur tes goûts personnels, tu vois, par exemple, tu Oui, aimes la musique, par exemple, des années 30 à c'est ça. 80, et, Ça. et je m'en doutais fortement. Euh, Au vu de ce que tu partages sur ton Instagram, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, le JEG. Je vous ai partagé le lien en début d'émission. Euh, Mais par exemple, ceux qui étaient dans les années 50, qui étaient jeunes dans les années 50, je pense qu'ils devaient sûrement penser comme les jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Ceux qui ont Oui, c'est commencé fort comme possible. artistes dans les années 50 et qui ont commencé à percer, ou par exemple les années yéyé, etc., Mm. je pense que leur semblant dévergondage devait irriter leurs parents et leurs grands-parents, tu vois. Oui, non, mais c'est sûr. Bah, après, moi, j'ai déjà le souvenir. Attention, hein, je pense subjectivement, je pense la même chose que toi. Bon, moi, je vais jusqu'aux années 2000, tu vois, parce qu'il y a Oui, du bon gros métal qui tâche aussi, c'est ça. qui est plutôt sympathique. Mais c'est vrai que Mais non, t'as objectivement, peut-être pas forcément tort sur ce point non plus. Après, je pense que c'était pas aussi, aussi poussé. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait déjà des gens qui pensaient comme ça, mais il n'y en avait pas autant, finalement. Là, j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même plus de gens qu'à l'époque qui disent que c'était mieux avant, du moins au niveau de la musique. Enfin, moi, en tout cas, je l'entends beaucoup plus aujourd'hui. d'accord. Mais, mais globalement, non, t'as raison, ça c'était déjà entendu. Je sais que même déjà ma mère, quand elle était petite, qu'elle chopait des vinyles dans les années, ouais, ça devait être 80, des trucs à la con, très commercial, tu vois, genre La Roche-Valmont, ce genre de trucs, tu vois. Mon grand-père, il me disait, mais qu'est-ce que t'écoutes? Tu vois. Donc ouais, à mon avis, c'est une question de génération aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de... Bah, le truc, tu vois, par exemple, je vais reprendre l'exemple que tu disais là, juste à l'instant. Comme quoi, il y avait déjà d'autres gens dans les années 50 qui, voilà, se disaient, mais qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que, comment expliquer ça? C'est pas lié à la musique actuelle. Tu vois, c'est pas les vieux qui viennent nous dire qu'est-ce que t'écoutes, c'est de la merde. Tu vois, moi, c'est dans le sens inverse, mon rapport.
c'est justement moi qui écoute des anciennes musiques comparé aux autres qui sortent. Je sais pas si tu m'as très bien compris. J'ai un peu de mal à À peu m'exprimer près. là-dessus, mais Après, je pourrais faire tout un live entier dédié justement à la production culturelle, etc., qui est extrêmement médiocre, ouais. et vous expliquer pourquoi elle est extrêmement médiocre, et ce, objectivement. Voilà, quand tu... Et ça va être lié un tout petit peu avec l'école, parce que ça, c'est quelque chose dont tu... Ah bah oui, c'est Je fondamental. crois pas Hein. que t'en aies C'est parlé en même ouais. temps, parce que j'ai essayé de changer le planning pour que les gens reçoivent la notification en même temps. Donc ça a été un peu compliqué de suivre les deux en même temps. Mais c'est sur le fait, justement, de cette volonté absolue de démocratiser l'éducation. De dire l'école est obligatoire, tout le monde doit y Ouais. aller, même s'ils n'en ont pas les moyens. Et je rebondis sur une chose que tu as dit, très justement, l'école libre, que tu souhaitais l'école libre, bon, bah, comme tout libertarien qui se respecte, l'école libre, mais surtout l'instruction libre, que nous puissions le faire comme bon nous semble en tant que parents, c'est-à-dire à l'école ou chez nous ou avec un précepteur ou peu importe. Mais aussi libres de choisir leurs élèves. Libres de choisir Ah leurs oui. élèves. Peut-être qu'il y a des enfants qui ne sont pas faits pour aller à l'école, qui ne sont pas faits pour Bah, qui passer sont pas 15 ans de adaptés. leur vie à l'école, ou plus, Bien ou sûr. 25 ans, Bien qui sûr. ne vont pas être adaptés à ça. Sauf qu'on les force. Jusqu'à 16 ans, on vous force à aller à l'école. Mais peut-être que vous auriez été bien plus utile à vous-même, aux autres, à trouver une meilleure voie pour vous, en sortant du cursus scolaire pour faire autre chose. Et pas forcément que des métiers manuels, ça peut être de l'art, ça peut être tout ce que vous voulez. Hein. Peu Mais tu sais importe. que ça, j'en ai pas parlé, tu vois. Ça permet de rebondir un peu là-dessus parce que je viens d'avoir ça en tête, tu vois. C'est tout con, mais c'est l'école à la maison. Tu sais, on peut faire l'école à la maison aujourd'hui, sous certaines Mhm. réglementations, évidemment. Euh, Objectivement, tu ne peux plus aujourd'hui en France. non, 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 Pas parce après ce qu'ils viennent que de dire là dernièrement au niveau de d'une certaine forme de jurisprudence du ouais, rectorat qui mais dirait que bah non, de toute façon en dernier ressort on choisit, et puis voilà. c'est ça. Parce que moi, si tu voulais faire l'école à la maison, il fallait respecter certains alinéas, certaines règles, certains trucs. Il fallait que ton enfant soit autiste, handicapé, etc., qu'il puisse pas Oui. justement s'intégrer. Ou un cursus sportif Oui, non, mais voilà, très, très très haut poussé, niveau. c'est ça. Et Donc ouais, les c'est ça. gars, vos gamins de 3-4 ans, direct, c'est sport de haut niveau, etc. Vous inventez un sport au pire, hein, c'est pas C'est grave. ça. On se C'est le concerte, on vous fut. fait des Alors, certifs. bah, surtout qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même quand je vais voir des matchs de foot, le petit gamin, il a 8 ans, j'ai l'impression que tous les parents, c'est un peu ça. Ils pensent que leur gamin, ça va être. Tous les gamins vont être le futur Mbappé, quoi. Ça, Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que comme pour l'école, c'est pareil pour la culture. Et c'est pas dommage, hein, c'est pas grave, ça n'enlève pas de place. Et là, je vais faire un lien, grand écart avec l'IA, où c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a une massification de l'utilisation de tel ou tel outil, ou démocratisation de tel ou tel accès. Mais j'aime pas le terme démocratisation, parce que démocratisation, ça veut rien dire. Mais une massification de l'accès à ces données, etc., à ces outils, que, à contrario, l'accès à l'outil que nous considérons comme être meilleur, par exemple toi la musique des années 30-80, mais moi c'est par exemple le les comics à métal. l'ancienne, ça peut être plein d'autres choses, ou le cinéma d'avant les années 2000, ça peut être tout ça, et on fera une émission sur le cinéma, le GEG ensemble, ça m'intéresse grandement. Eh ben, banco, je signe déjà. Mais en fait, c'est pas, on perd pas ça. C'est juste que ça devient un produit pour des gens plus sélectionnés. Mais il faut avoir ce choix de pouvoir sélectionner. Il faut avoir cette liberté de pouvoir sélectionner. Or, l'école, comme tu l'as très bien dit, l'école, bah, s'impose à tous. L'État l'impose à tous. Donc, vous ne pouvez pas sélectionner justement ce qui vous semble être de meilleur goût. Vous ne pouvez pas. Et au Puis final, bah, intrinsèquement, t'as pas de choix de pédagogie. C'est un monopole éducatif, et de deux, t'écoutes ce qu'on te dit, point barre. Donc même là-dedans, même dans les cursus, si tu as envie d'apprendre, je sais pas moi,
moi, c'est le reproche qui m'a été fait quand j'étais plus jeune. J'avais soit le choix entre espagnol ou allemand. Ça me faisait chier. Enfin, je voulais apprendre italien. On m'a dit non, allemand ou espagnol. Je faisais des Je heures voulais apprendre l'hindou. d'espagnol. Merde. C'est ça. Non, mais et c'est ça qui est un peu dommage, c'est-à-dire que comme c'est comme ça et pas autrement, moi, j'ai été dégoûté pendant plusieurs années d'apprendre des nouvelles langues parce que ça m'a tellement saoulé d'apprendre une langue qui me plaisait pas que ça m'a matrixé, quoi. Et j'ai Je mis comprends, je comprends tout à j'ai fait. mis longtemps après à vouloir me, tu vois. Et c'est pareil pour la lecture. Je sais que quand j'étais petit, je lisais énormément. Enfin, j'ai une collection de BD depuis que je suis gamin, enfin, des trucs vraiment énormes. Et arrivé vers le collège, et c'est là qu'ils ont commencé à nous faire des trucs à la con de rallye lecture pour justement pousser les élèves à lire. Donc ça, c'est déjà plus, tu vois, on parlait d'égalitarisme, machin. Bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que tu as déjà une partie des élèves qui lisent énormément, d'autres qui ne lisent absolument pas, et donc ils vont forcer les jeunes, de manière générale, à lire des bouquins. Et ils vont forcer en même temps ceux qui en lisent déjà. Oui, mais Et sauf moi, qu'il les force à lire des livres qui sont pourri. Enfin, ou du médiocres moins par pas rapport à ce qu'ils intéressant, lisent. c'est ça. Et donc moi, on m'a forcé à lire des bouquins, et c'était même pas juste le lire, c'est qu'il fallait faire un résumé de chapitre par chapitre, Mm. machin, pour prouver que tu avais bien lu le bouquin, etc. Ça aussi, ça m'a dégoûté. Donc en fait, j'ai perdu Heureusement, après, l'outil ce... internet était là pour choper C'est des ça, résumés de livres. c'est ça. Mais tu vois, c'est ça qui m'a perdu aussi. Tu vois, moi qui lisais énormément, ça m'a tellement dégoûté que pendant les 4-5 ans, peut-être, jusqu'à fin lycée, je ne lisais plus du tout. Ça m'a dégoûté. Alors que c'est pas le but premier, tu vois. Globalement, c'est plutôt faire lire ceux qui lisent pas ne plus faire lire ceux qui lisaient déjà. Putain, Tout à donc fait. il y a un gros Mais même problème en aussi, termes de quoi. pédagogie, de toute façon, Ah ben oui, non, mais il y a forcer des gens à plein lire un d'élèves qui bouquin, ont telle façon d'apprendre, eh d'autres oui. élèves qui ont une autre façon d'apprendre. Moi, je sais que j'ai une façon d'apprendre qui est plus particulière que la majorité des élèves. Et donc, moi, je me faisais chier en cours, c'était pas possible. J'arrivais pas à intégrer en plus, ça me saoulait tellement. Le pire, c'était les mathématiques. Moi, j'ai besoin de concret. À un moment Oui, moi je donné, suis comme tu me toi, casses les hein. couilles avec tes trucs qui servent à rien. Moi, ça me dit pas quel boulot je vais faire, en Mais fait. c'est ça, Donc, ta mais c'est gueule. ça. Et je suis exactement dans le même truc que toi. Mais je voudrais revenir aussi sur d'autres trucs. Vas-y, vas-y. Tu parlais d'Aya Nakamura, donc, qui était. Qu'on L'ambassadrice de la avait. langue Ah, française. voilà, ambassadrice de la langue française. Bah, j'ai envie de te Catastrophique. dire oui. Bah oui, c'est une ambassadrice de la langue française. Elle est écoutée dans le monde entier. Ouais, mais quelle langue Et elle française? parle, bah oui, mais c'est la langue française d'aujourd'hui. La langue française n'est pas quelque chose de fixe. La langue française, elle est organique, elle est vivante, comme toutes les langues vivantes. D'accord, mais une langue, c'est censé être Contrairement fait aux langues pour. mortes. Non, je suis bien d'accord avec toi, mais une langue, c'est fait pour pouvoir échanger entre deux personnes, pour que deux personnes puissent se comprendre. Moi, quand j'entends une musique d'Aya Nakamura, je comprends rien. Mais parce que tu es Donc, un homme du passé. là, mais blabla Pouki, à Pouki dans le sas, mais quoi? Tu vois? Oui, non, mais C'est je comprends tout à fait, mais ce n'est plus notre langage, en fait. Ce n'est plus notre français. Euh, on peut nous-mêmes, subjectivement, trouver ça absolument affreux et ne rien comprendre à ce qu'il raconte. Et justement, douter, parce que bon, le langage est quand même pas mal corrélé avec la structure de pensée. Donc on peut effectivement, subjectivement, douter de leur capacité mentale et de leur capacité cognitive. Euh, mais en soi, c'est un fait. Elle est ambassadrice de la langue française, comme tous les gros rappeurs français qui sont écoutés au travers le monde. Et on peut le regretter, mais la langue française évolue. Elle oublie des mots. Enfin, c'est triste. C'est pas bien de dire ça parce que la langue française ça reste une abstraction. C'est les individus qui agissent. Faut jamais l'oublier ça. Et donc forcément, les individus sont plongés dans une culture assez médiocre pour nous personnellement. Peut-être que certains de nos éditeurs adorent Aya Nakamura, grand bien leur face. Euh, mais on peut pas ne pas dire que ce n'est pas la langue française. C'est une langue française qui a évolué ou qui désévolue pour nous. Ah bah oui, je pense que ça. Bah, en tout cas, pour moi, je pense que ça dé...
C'est quoi j'arrive désévolué, j'ai du mal à le dire. Mais, mais Mais quand on oui, c'est regarde sûr. l'histoire des langues, voilà, on avait Ah le ben ça a latin été un éternel vulgaire. changement, de toute façon, c'est le changement perpétuel. Donc aujourd'hui, on en arrive à une simplification à outrance, plus une intégration de mots étrangers. Alors, pendant un court laps de temps, hein, si on prend l'histoire de l'humanité, un très court laps de temps, ça a été l'anglais qui est venu un peu Hum, polluer la langue française, entre guillemets, parce que moi je trouve que certains mots anglais sont beaucoup plus précis que des mots français, donc je les utilise avec grand plaisir. Et là maintenant, ça va être majoritairement des mots venant du monde arabo-musulman, maghrébin, africain, du fait de la démographie, hein, tout simplement. On peut estimer, nous, subjectivement, que c'est un mal, mais maintenant, bah, les individus se servent de ces mots parce que c'est ça qui leur est utile, à eux, personnellement, dans la vie de tous les jours, pour se comprendre avec ceux qui les entourent. Maintenant, est-ce que vraiment ça va avoir une incidence sur la compréhension des idées, des principes, etc. Peut-être, je ne sais pas. Moi, en tout cas, personnellement, je vais avoir beaucoup de mal, c'est sûr, à traiter, à échanger, quel que soit le format, quelle que soit la forme, avec un individu qui me parle comme un wesh de cité. Tu vois, ça ah, va être très compliqué. Mais ça, on arrive à un autre point, c'est la liberté de discriminer, la liberté de choisir. c'est ça. Euh, Libre à toi de ne pas le comprendre et de lui dire arrête de me parler, j'ai pas envie de te parler. ouais, voilà, je fais l'avocat du diable. Là, aujourd'hui, ce soir, je suis le progressiste, le progressiste à fond. Mais voilà, j'essaye d'un peu de nuancer certaines choses. Euh, voilà, bon, le problème d'influence, on en a vite fait parler. Ça rejoint aussi un autre problème, enfin une autre question que je pose moi souvent. C'est, d'accord, on a ce genre de professeur, on a ce genre de rappeur, on a ce genre d'artistes, etc., qui vont venir influencer les élèves, les enfants, etc. Ils sont où les mecs ou les nanas, pardon, où sont les gens valables? Qu'est-ce qu'ils foutent? Moi, c'est la question que je pose tout le temps. Parce que c'est bien de pleurer, de chialer, de se dire Non, mais je suis ça d'accord marche pas et là-dessus. machin. Je suis d'accord là-dessus. Mais Ici, ils on sont a où? perdu une espèce de forme de légitimité, d'influence, par exemple, de personnes qui avaient plus ou moins le mérite d'être influents, comme Jules Verne, Victor Hugo, tu vois, je reprends les mêmes trucs. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Moi, j'aime beaucoup critiquer cet aspect-là aussi, en disant il y a que des cons, voilà. Mais en même temps, je me dis, s'ils sont là, c'est pas qu'ils ont volé la place des gens qui sont bons. C'est juste il y a peut-être que les gens qui sont plus ou moins légitimes pour apporter leur savoir machin ne le font pas. Et ils se font plus ou moins rattrapés par des mecs qui tentent leur chance et qui sont, je sais pas, un peu plus en dessous. Je pense que c'est Bon, ça surtout. pour l'école, il peut y avoir une réponse tout à fait, enfin assez simple. C'est-à-dire que t'as pas le droit de choisir tes élèves. Du coup, tu tapes la pire chienlit de l'univers dans tes cours. Les Euh, fameuses ZEP, c'est les zones ouais, voilà, d'éducation prioritaire. c'est ça. Donc tu tapes des énergumènes à qui tu peux rien apprendre, absolument rien apprendre, ils en ont rien à carrer de ce que tu leur racontes. Tu comprends rien à ce qu'ils racontent, rien à foutre. Ah, eux ne comprennent pas ce que tu dis, mais toi, tu les comprends pas non plus. Donc, Voilà, donc on en forcément, revient à un encore moment une donné, il fois y à a l'envers. blocage. C'est ça. Ah non, mais c'est sûr. Donc, effectivement, donc, en tant que... si la personne est vraiment bonne dans ce que nous, on estime être bon pour l'éducation d'un enfant, pour son instruction, quelqu'un de valable, bah, pas de liberté de choisir ses enfants, enfin les enfants qu'on va instruire, pas de liberté de choisir la méthode pédagogique, le programme, etc., etc. Et en plus de ça, t'es payé comme une sous-merde. Parce qu'il faut le dire, quand même les salaires, bon, c'est pas fameux Glorieux. quand on compare Non. avec d'autres pays. Hein. Euh, donc en fait, tu fais du gardiennage pour un salaire de merde.
tu risques dans certains quartiers de te faire buter. Ah oui, non, mais tu risques ta vie, vraiment. Bah, quand je Voilà, parlais tu des risques ZEP ta tout à vie. l'heure, je rigolais pas. L'exemple du gamin qui voulait sécher les cours, mais qui voulait quand même qu'il soit noté présent, qui sort son gun et qui va voir la prof et qui lui colle sous la tempe en lui disant maintenant tu me notes présent. Voilà. C'est ça. Donc, effectivement, au vu du tableau général, les gens valables, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'être profs en France et qui préfèrent se barrer à l'étranger ou de faire autre chose d'un peu moins risqué et d'un peu plus motivant, peut-être. Mais je sais qu'il y a Que beaucoup de. Il me semble qu'il y a beaucoup de frontaliers qui font ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont profs en Suisse, par exemple, et qui habitent en France. Voilà. Parce qu'après, bon, dans l'aspect plus culturel, rien vraiment ne peut justifier le fait de rien glander. Pour peu qu'on ait un minimum de talent, d'idées, etc. Rien ne le justifie, donc sortez-vous les doigts du cul, les gars. Mais pour l'éducation, bah, c'est sûr qu'à partir du moment où tu n'as plus vraiment d'écoles libres, enfin en tout cas d'écoles privées, à partir du moment où tu n'as pas de choix de programme, où tu te tapes des élèves complètement abrutis, etc. Bon bah. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, moi j'aurais quoi. bien. Moi j'avoue que quand j'étais au lycée, j'avais bien envie d'être prof. Prof d'histoire ou prof de Ouais. français. Sauf que j'aimais déjà pas mes congénères, je me voyais pas être leur prof. Tu vois. Donc je voyais en fait toute la connerie qu'il y avait en classe, etc. J'ai bien vu le bizutage qu'on faisait aux profs et tout. Et, Et tu et t'es non, dit, si non, si je le deviens, c'est moi qui vais prendre plein la gueule, quoi. voilà. Du coup, je m'étais dit, oh, peut-être prof de grec ancien. Parce que prof de grec ancien, déjà, bon, ça sélectionne, tu vois. Il y a un filtre Oui, non, qui mais il y se a déjà fait. un tri qui est fait. Voilà. C'est très rare de voir un wesh wesh faire du grec ancien. Là, C'est plutôt rare, ouais. Qu'on me le présente. Qu'on me le c'est présente s'il ça. existe. Si tu nous écoutes. Mais non, au final, le prof tout simple, non, c'était pas possible. Moi, ça me. C'est pour ça que je dis ça. Que justement, les mecs valables n'ont pas forcément envie d'entrer dans ce terrain-là. Et puis même, s'ils veulent rentrer dans ce terrain-là, comme je l'ai expliqué, il y a déjà d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Si déjà ce sont des gens qui sont plus ou moins valables, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une conscience un peu plus haute que les autres, je pense, qui eux ne le sont pas, ils vont se rendre compte automatiquement que l'idéologie qu'ils doivent inculquer et qu'ils sont obligés d'inculquer ne leur correspond pas, et auquel cas, s'ils ne le font pas, c'est comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ils n'ont pas accès à la titularisation et tous ces trucs-là. Donc, qu'est-ce que tu veux? Oui, tout à fait. Je voudrais revenir juste sur un point, mais juste avant, je vais répondre à JS. Non, je ne ferai pas une émission sur Twitch ou sur YouTube Histoire, parce que ça va être très rapide. Je vais me faire lyncher par tout le monde, parce que je vais leur dire clairement que l'histoire, bah ouais, c'est une histoire. C'est bien beau tout ça, mais c'est une histoire. Donc on va C'est pas plutôt une musique parler de Gérard folklore. Blanc, ça? Peut-être, c'est toi l'ancien ici, là, tu vois, ou en tout cas qui a des goûts de vieux. Donc, bref. Non, j'aimerais revenir sur autre chose, c'est par rapport au classement mondial. Donc oui, effectivement, il est Ouais. intéressant. Alors, pour la rediff sur YouTube, je collerai le graphique dont tu parlais, que j'avais diffusé déjà dans Ok. une précédente émission, parce que là, je pouvais pas la retrouver comme ça. Hmm. Mais attention, ce classement mondial, il est quand même à tempérer, parce que voilà, j'ai pas très envie d'être un Coréen. J'ai pas très envie d'être Non, un non, bah, ils ont Chinois un ou un système Japonais. scolaire qui Donc est les très mecs, ils dur, hein. démontent tout. Au niveau score, purement Ouais. statistique, ils démontent tout. Par contre, au niveau liberté individuelle, liberté des C'est élèves, mort. initiative personnelle, Il n'y a rien, c'est mort. c'est un peu plus compliqué, quoi. Bon, le Japon, ça va de mieux en mieux, quand même. Ça va de mieux en mieux. Les jeunes commencent à porter un peu des idées un peu plus libérales et surtout individualistes par rapport à leur culture qui est très collectiviste. Ouais. Donc ça va de mieux en mieux, le Japon. En tout cas, à notre sens. Par contre, voilà, la Corée du Sud, j'ai pas
pas super envie, quoi. Les mecs, ils dorment 6 heures et tout le reste du temps, ils bossent, quoi. Bah non, mais c'est ça. C'est vraiment compliqué. Donc C'est certes, vraiment ils sont compliqué. premiers dans pas mal de domaines, mais à quel prix, quoi. C'est ça le truc. Tout à fait. Euh, donc voilà, je crois que je l'avais dit aussi ça sur Ouais. Discord, il me semble. Mais voilà, moi, on peut envier leurs résultats tout en gardant la tête froide et en restant des libéraux, des libertariens, c'est-à-dire à se dire que bah oui, mais bon, en attendant, est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Est-ce qu'ils ont vraiment le choix de juste d'être des branleurs s'ils ont envie d'être des branleurs, quoi, tu vois? Pourquoi pas? Tu sais, c'est beau d'être un branleur aussi, un bon branleur, tu vois. Je disais ça aussi quand j'étais au lycée. Je crois que je le disais même à ma mère, mais ouais. Ouais, elle me le confirmera parce qu'elle écoute nos émissions. Mais je disais, souvent à mes potes aussi, je le disais, qu'il était bien plus dur d'être dernier et d'y rester que d'être premier. Parce que tout le monde peut être dernier. Bah, Tout le monde peut être mauvais. Donc au final, t'as peut-être plus de mérite à être dernier. Hein. Bref, blague à part, voilà, il faut faire attention avec ces classements, ça peut être un indicateur oui. d'une certaine chose, effectivement, c'est Non, très mais je trouvais intéressant. intéressant quand même de rebondir là-dessus, surtout pour voir la différence entre justement les pourcentages qu'il y avait avant, maintenant et après. Et Oui, tu vois, puis surtout voir en fait les dépenses, comme tu l'as dit, les ouais. dépenses qu'on injecte dans l'éducation nationale, qui ne sont que le 148 vol de milliards notre sur une argent, année, c'est énorme, hein, voilà, 148 milliards. Pour pas qui viennent grand-chose de votre finalement, parce poche, que qui viennent de votre poche. quand on voit le résultat des 148 milliards, C'est ça. tiens, ouais, pif Denis, dis donc, 148 C'est tout à milliards fait pour ça. ça. Ouais. Ah bah il y a Arthur Omines qui nous dit j'ai une connaissance prof, elle s'est déjà faite coller au mur et à demi étranglée par un élève, plutôt sympa. Oui moi Bah, c'était quand j'étais en CM1. Quand j'étais en CM1 et encore une fois une gitane. Ça se s'invente pas. Joe Lopez. C'est ça. Bref. Si vous avez des questions ou des remarques à faire, n'hésitez pas, je lis le chat. J'espère en tout cas que l'émission vous a plu et de voir cette nouvelle tête, donc le GEG sur Radio Libertarien. Ouais. J'espère que ça vous a plu. T'es le bienvenu pour n'importe quelle émission, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est top d'avoir de nouvelles têtes, d'avoir de nouveaux visages sur Radio Libertarien. Comme je le dis à chaque fois, Radio Libertarien n'est pas Radio Villon. Et donc enfin, au bout d'un an, ça y est, on a réussi, victoire, le GEG est là. Je remonte un peu le chat. Je bosse dans une grande boîte dont le middle management ne connaît pas des mots comme subrepticement, cyclotimique, dithyrambique, rocambolesque, sporadique ou carambolage. Non, mais même carambolage? Non. Un carambolage quand même, c'est peut-être le plus simple de la C'est liste quand chaud. même. Après, je dis ça, mais j'ai vu une vidéo. Faudrait que j'essaie de vous la retrouver. C'était un micro-trottoir. Je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Insta. Je regarde les réels Insta que quand je vais aux chiottes. Donc je me rappelle pas forcément de ce que j'ai vu, malheureusement. Sauf les réels d'Arthur Omines, je vous invite à y aller, mais bon, je suppose que tous ceux qui sont sur Radio Libertarien, là, actuellement, suivent l'Instagram d'Arthur Omines, qui fait de très bons réels actuellement. Du coup, j'ai pas besoin de les faire sur ma chaîne, donc ça me ravit. J'ai pas besoin de bosser sur Instagram, c'est cool. On en revient encore Il au fait le branleur travail. du lycée. C'est ça. Non, mais je vais pas la retrouver. Je pense que c'était un réel sur Instagram où t'avais le mec, en fait, il faisait un micro-trottoir où il posait des questions de français, en fait. Hein. Donc, alors c'était quoi? Le verbe être, première personne du subjonctif présent, je crois, je sais plus. Bref, et la plupart se plantaient. Oh là là. Sauf les vieux. Les plus anciens, eux, il n'y avait pas trop de soucis. Louis XV, c'est avant ou après Napoléon Ier?
T'en as un qui... Alors, t'en as un surtout, un grand blond, tu vois. Tu sais, la gueule de surfeur. Ouais. Voilà, la gueule de surfeur et tout, tu vois, la doudoune. Merde, je sais plus ce que c'est cette marque, mais la doudoune, voilà, classique. Mm. Et le mec, en fait, il a eu faux à quasiment toutes les questions. T'es là, et franchement, t'y penserais pas comme ça. Mais Non, c'est même les clair. deux racailles de cité, en fait, ont eu de meilleurs scores que lui au final. Bah, tu vois, ça veut rien dire. C'est Hein. triste. Ah bah oui, ça veut rien dire. Mais tu Bon, vois, ils moi, étaient un peu neuneux quand même, hein, mais... non, mais évidemment, évidemment, on va pas- voilà. Mais d'ailleurs, maintenant que tu me parles de ça, ça me fait penser aussi au micro-trottoir de. C'est peut-être ça. Après, je sais pas, c'était peut-être un truc un peu plus récent, toi, tes micro-trottoirs, mais tu avais une émission à l'époque, dans les années 80, c'était les micro-trottoirs de Gérard Babio, ou Oui, Pabio. c'est un réel Instagram, c'est d'aujourd'hui, quoi, tu vois. Non, mais un réel, ça peut être un montage d'une vieille Oui, vidéo, tu vois. effectivement. Effectivement. Et lui, c'était pareil, il posait des questions. Alors, je sais pas si c'était plus ou moins truqué, mais des fois, il demandait aux gens, est-ce que vous connaissez le carré de l'hypoténuse? Et puis, tu as des gens qui disaient, ouais, ça c'est. Je connais, c'est un fromage d'Auvergne, ça. Des trucs comme ça, tu vois. Il y avait l'histoire du bac où les gosses ont fait des is sujets. Je ne sais pas. Parce qu'ils ne connaissent pas le mot ludique. Ok. Mais je vois pas de ce quoi tu veux parler en parlant de is, H-I-S. Hors sujet. Ah, pardon. Excuse-moi. Moi, faut pas me parler en abrégé. Hein. Je suis pas manager d'une start-up. Ne parlez pas en wesh à Adam, il ne comprend pas votre langue. Non, tout à fait. Je suis un simple hobbit. Donc, On en lien reparlera proposé par plus tard. Benoît. L'évolution des performances à calcul des élèves de CM2, 30 ans d'intervalle. Ouais, là, on voit donc les scores, les performances en calcul. Voilà. Donc, je sais pas si tu vois le JEG ou est-ce que Si, tu veux que ouais, je te mette la caméra virtuelle. je me suis mis sur le portable, je vois là. Ok. Donc, score moyen en 87, voilà, il était aux alentours des 205, il était à 250. Le score moyen en 2017, bon, bah, il est, je sais plus calculer, 175, 70. Voilà. Il y a quand même une sacrée différence. Hein. On va pas se mentir. Bah, c'est surtout, moi, ce que je vois, en fait, moi, ce qui m'intéresse le plus, surtout, c'est cette petite bosse. Non, vous allez pas voir ma souris. Si vous la voyez. Voilà. Vous avez cette petite bosse là. Après les 350. Et puis elle disparaît. Elle disparaît. Merde alors. Et ça c'est chaud quoi. Ça c'est chaud. Donc non seulement tu as un décalage, mais en plus de ça, tu as ce petit extrême là qui a disparu. Alors est-ce que c'est corrélé avec la disparition des prix Nobel? Je ne sais pas. Peut-être. Petite bosse qui réapparaît un petit peu en 2007. Ouais, vite fait. Je sais pas, il y a eu une immigration chinoise d'un coup. Je ne sais Peut-être pas. ça, ouais. Ou coréenne. Ouais, donc t'as une chute quand même globale hein, des scores. Hein. Et peu importe la catégorie hein, au final. Ah bah là, c'est tout confondu. Hein. C'est tout confondu en fait. T'as une Et c'est chute bien, au moins on est globale. polyvalent dans la défaite. Tu vois, C'est ça. L'égalité dans l'échec. C'est beau, hein. C'est beau. C'est la promesse de l'étatisme, hein, l'égalité devant l'échec. C'est beau. La promesse de la gauche idéologique des années 70. Tout le monde sur le même pied d'égalité. Tout le monde dans C'est la ça. merde, tout le monde nul, mais tout le monde dans la merde. Incroyable. Oui, pour les liens, voilà, ils sont bloqués pour éviter les trolls. Parce que ça peut valoir des avertissements, voire des bans directs, hein, si vous n'êtes pas de la bonne catégorie politique, idéologique. Même sur Twitch, hein, ça peut arriver. Voilà. Je vais remonter un tout petit peu. L'État ne supporte pas ce qui sort de son giron. Tel est l'étatisme, la manifestation et l'expansion du Léviathan partout où la violence de son arbitraire peut s'exprimer.
Arthur Omines. Tout à fait. Enfin, j'ai tout à fait, c'est à toi de valider, hein, c'est ton émission. Ah oui, non, mais moi je valide complètement. Sur le mot ludique, était-il trop compliqué pour les bacs pro? Voilà. Avec des gens qui se plaignent, c'est fou comme un mot peut te faire perdre 10 points parce qu'il n'a pas compris le mot ludique. Ça, au Scrabble, c'est beau compte triple, hein, je crois. La vérité sur ma copie, j'ai écrit « Je ne connais pas le sens de ludique ». C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Dans mes rédactions de 40 lignes, je viens de dire que ludique veut dire dangereux. J'ai été totalement hors sujet. Oui, non mais... En fait, je m'inquiète... À sa place, je ne m'inquiéterais pas du hors-sujet, mais je m'inquiéterais de mes capacités cognitives. Tu vois, c'est surtout de ça dont je m'inquiéterais. Et du vocabulaire de manière générale. Et du vocabulaire. Pas très poussé, quoi. Ah ouais, non mais là... Mais ouais, mais ça c'est... Comme je le disais, c'est le problème de... comment dire, le problème de la massification obligatoire, de l'accès obligatoire à l'école pour des gens qui n'ont rien à y foutre, clairement. C'est ça. Donc il y a ça. Et deuxièmement, le problème qu'on laisse justement ces gens-là passer des épreuves avec tous les autres, etc., alors qu'ils passent leur temps à scroller sur leur mobile sur Instagram. D'où mon doute quand même de l'aspect influenceur, etc. Donc c'est pour ça que je suis très ravi que d'autres fassent le travail sur Instagram à ma place. Parce que quand je scrolle sur Instagram et que je suis sur mes chiottes, on va dire que ce qui sort de moi, c'est un peu ce qui rentre aussi au travers par le biais de mon mobile. Je veux dire, je vais pas retenir forcément ce que je vais regarder sur Instagram. C'est du zapping sur Instagram. Les gens zappent. Pardon, je suis d'une vulgarité. Ça fait des semaines que j'ai pas fait de live, les gars. Encore à ta vulgarité moyenâgeuse rabelaisienne, donc ça va. C'est ça. Ah ben justement, Benoît nous dit des paroles rabelaisiennes. Vous êtes connectés. Non, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment du zapping, donc c'est vraiment compliqué quand même de faire passer du contenu vraiment élevé sur Instagram, sur ce genre de médium-là. D'ailleurs, on voit aussi la chute, et ça c'est véridique, hein, c'est les stats, la chute en fait du temps d'écoute sur YouTube. Les gens avant regarder une vidéo de 30 minutes, 40 minutes, c'était pas un problème. Et petit à petit, ça s'est raccourci. Les gens, 15 minutes. Et maintenant, il y a les shorts, donc ça va être encore plus court. Maintenant, ça va être 1 minute, 1 minute 30, basta. Non, mais je pense que c'est parce que les gens je pense que les gens se sont habitués justement à ces formats courts de TikTok, réel, story, snap, machin, que j'ai un peu l'impression qu'ils sont dépassés dès que tu as une vidéo de 30 minutes, quoi. Ouais, ils s'ennuient. Les gens s'ennuient en fait. Alors tant mieux pour nous, parce que nous, ça nous permet de sélectionner quand même. Hein. Comme je disais, c'est pas parce qu'il y a un plus grand accès à un outil, à un médium, etc., que cela veut dire que nous, on n'a pas accès au même nombre ou au même type de personnes auxquelles on aurait eu accès il y a 10 ans. Non, en fait, ce sont les mêmes personnes, sauf qu'il y a plus de personnes qui arrivent sur la plateforme. Donc forcément, la distribution est différente. Puis, je suis pas sûr que les formats courts à la base aient eu vraiment comment on pourrait dire ça, une ambition vraiment éducative et d'élévation un petit peu, tu vois, intellectuelle. J'ai pas vraiment l'impression que c'était vraiment le but non plus du format court, quoi. Chose que tu retrouves plus dans un format long. Tu vois, un débat, un truc, voilà, il y a déjà un peu plus de contenu, quoi. Format court, des fois, tu vois des vidéos, c'est 40 secondes. 40 secondes, tu peux pas dire grand-chose. Donc, en fait, tu retiens rien. C'est juste pour attirer le chaland sur OnlyFans, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Pourquoi pas, hein. Mais non. Je suis un peu les trends, tu vois, pour faire un peu la même chose, tu vois, je vais voir. Ah ouais? Ouais. Notamment le coup du t-shirt comme ça, avec la petite musique, tu vois. Et puis après, pouf. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, ça peut être pas mal, hein. Franchement, ouais. Je fais ça avec le serpent, tu vois. Don't tread on me. Tu sais quoi, je vais peut-être faire comme ça. Ça pourrait être intéressant, hein.
Comme ça, je pourrais te donner un peu sur le Patreon. N'empêche, je reviens quand même sur l'article sur Ludique. Parce que ça concerne pas mal quand même le bac pro et CFA. Moi j'ai envie de dire, mais quand t'es en bac pro que tu vas faire un truc coiffure ou je sais quoi, ou je ne sais quoi, en quoi on a besoin de savoir ce que tu penses en termes de philosophie. Enfin, mais ça c'est encore une fois un problème de programme qui est fait de façon générale et puis il faut absolument, absolument que le mec qui va faire plombier connaisse par cœur toute une période de philosophie ou je ne sais quoi. Enfin, mais surtout que Mais on s'en lui, fout en il va pas fait. lui ne va pas s'y intéresser. Donc, Il va pas s'y intéresser plus parce que tu l'y obliges à l'école. Hein. ah non, mais c'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est comme moi. Tu vois, moi, j'ai toujours été plutôt dans l'artistique de manière générale. Donc, moi, les fonctions, enfin, d'ailleurs, les maths en général, dès qu'il commence à avoir des lettres là-dedans, j'étais paumé, tu vois. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi je fais ça et pourquoi on me force à le faire, quoi. J'ai pas envie, quoi. Merde, foutez-moi la paix. Enfin voilà. Est-ce que tu avais des choses à rajouter ou pas? Si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Ou des réflexions, peu importe. pour le coup, comme ça, à brûle pour point, non. Ah si, sur Mais s'il y a l'histoire, des j'avais noté questions, ça, je l'ai pas lu. Alors que je me le suis noté en plus, hein, pour pas l'oublier. Mais j'ai oublié de le lire, mon papier. Euh, Par rapport à l'histoire chronologique ou thématique, hmm, tu sais, t'en parlais à un moment donné. ouais. Euh, Après, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus le thématique. C'est juste qu'il faut pas faire que ça. Pareil pour le chronologique. C'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Ça dépend comment toi tu apprends. Par exemple, moi le par cœur, ça m'emmerde. C'est horrible. Oui, Ça n'a pas de bah sens après, pour moi. oui, non, mais après, ça dépend de chacun et de ses méthodes d'apprentissage, etc. Mais quand je parlais de ça, c'était pas tellement pour l'individu lui-même qui allait l'apprendre. Tu vois, que tu apprennes par thématique ou chronologique, si tu l'apprends, tu vois, et parce que tu as envie de l'apprendre, c'est cool, tu vois. C'était pas tellement sur la méthode d'apprentissage soi-même. C'était plus la façon dont la pédagogie est donnée par le professeur. Genre le cours en lui-même, pas juste l'apprentissage. Genre vraiment le cours, quoi. Et parce que si c'est chronologique, tu vois, on peut pas trop mentir. Alors qu'idéologique, c'est bon, on va prendre un peu de ça, et puis c'est déjà moins percutant. Enfin, c'est beaucoup C'est-à-dire que quand plus tu, axé sur la propagande, je trouve, le thématique, plutôt que le chronologique. c'est-à-dire que quand tu le fais par thématique, par exemple, ça va traiter de la question de la multipolarité du monde après la chute du mur de Berlin. Par exemple, je prends un sujet tout à fait au hasard, et puis ça va te parler des socialismes, par exemple. Donc la thématique, ça va être les socialismes. Et là, le professeur va pouvoir te parler des différents gouvernements, des différentes révolutions qui vont avoir lieu dans différents pays, teintés de progressisme social, de justice sociale, etc. Voilà. Et ça, c'est le problème de la thématique, effectivement. C'est ça. C'est que le professeur peut y injecter, en fait, toute La l'idéologie de propagande. merde, euh, que ce soit une idéologie progressiste de gauche ou une idéologie socialiste de droite, hein, c'est la même merde. Euh, Tout le problème, en fait, de l'histoire, c'est que, par exemple, le côté thématique, ça va être aussi le roman national, cher aux droitards. Mm. Coucou les droitards. Euh, et j'aime beaucoup, moi, le roman national. Moi, ça me fait vibrer, j'adore ça, tu vois. Mais je sais que c'est une histoire, c'est un roman. Oui, non, mais c'est ça. Donc à Donc c'est partir vrai de qu'avec là, l'aspect chronologique, moi j'ai de plus en plus, en fait, je nuance de plus en plus mon goût pour l'histoire et j'apprécie de plus en plus l'archéologie, au contraire, tu vois. L'archéologie et l'archéologie expérimentale, voilà, que j'aime beaucoup. Parce que là,
c'est difficile de mentir en fait. On peut pas. Ceux qui inventent des choses à partir d'une botterie, ça se sait, tu vois. Enfin, ça se voit. Oui, non, Tu mais vois. c'est sûr. Ok, il invente. Là, il se dit bon bah ça a servi pour tel hôtel, tel machin, etc. Oui, bon bah c'est ton avis, mais on s'en fout. Le tout c'est qu'on a trouvé cette poterie, qu'elle est super bien ouvragée, qu'elle date de telle période et voilà, point barre. Et en soi, rien que ça, c'est très intéressant déjà. L'histoire à l'école, bon bah c'est autre chose. L'histoire à l'école, c'est tout de suite autre chose. Ça fait partie du roman national. Et donc, vous avez des gens qui vont défendre un certain type de roman national. Typiquement, bon, bah, les gens qui votent Zemmour, etc. Et puis, vous avez d'autres personnes qui vont défendre un autre type de roman national. Mais Mais c'est la même. 68, par exemple. Voilà. Mais c'est la même daube. Ben oui, non, mais c'est pareil, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre, chacun a son propre roman national, sauf que ça reste un roman national dans les deux cas. Donc, En attendant, on parle pas des individus parce que c'est bien de parler de tel roi, etc. Encore une ah fois, oui, non, moi, ça m'intéresse, mais j'adore bien ça. sûr, c'est évident. C'est évident. Mais tu sais Euh, que même moi, là, récemment, j'ai dû revoir toute ma culture historique depuis les Francs jusqu'à vraiment Napoléon III, parce que c'était une catastrophe, en fait. On ne me l'a quasiment jamais appris, ou alors on te parle de l'Antiquité, vite fait, Charlemagne, et puis tu passes rapidos à François Ier, tu sais, et rapidement à Louis XVI, et terminado, quoi. Après, on arrive à te parler des syndicalistes dans les années 30, quoi. Donc, voilà. Oui, puis encore Donc, une fois, c'est prétendre que ce sont les grands hommes qui font l'histoire. Bah, non, non. Qui font cette histoire. ça. Mais moi, je suis pas sûr que le paysan gascon, tu vois, par exemple, il y soit pour rien dans cette histoire non plus, tu vois. Mais lui, on s'en bat les couilles, tu vois. Ah, Lui, on c'est s'en ça. fout. Lui, on l'a insulté continuellement. Et on le voit disparaître. Voilà. Mais ça, on s'en moque. Ça, on s'en moque. On ne verra jamais un thème d'histoire à l'éducation nationale sur l'émancipation individuelle, municipale et communale au bas Moyen-Âge. Malheureusement, effectivement. Mais non. Bah, Voilà, ça, voilà. plus plein d'autres choses, hein. Et s'il y avait que ça qu'on ne verrait jamais en thème d'histoire, hein. Oui, tout à fait. Puis bon, encore une fois, bah, on impose cela aux gens alors que... Puis en plus, en faisant venir massivement des gens qui en ont encore moins... Quelque qui ont chose à faire, encore moins... Voilà. Qui ont moins d'intérêt encore là pour la chose que nous. c'est ça. euh, Ça va être Bah, compliqué, surtout hein. que, surtout qu'il y a beaucoup de gens justement qui viennent dans cette école républicaine, etc., mais qui ne viennent pas de ce pays-là. Et je sais qu'il y a quand même pas mal de gens qui viennent dans ce pays et qui en ont strictement rien à foutre de l'histoire de la France globalement dans la totalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ah, après, c'est c'est pas même chez eux, valable ils s'en pour, s'en moquent. c'est même valable pour des gens qui sont nés ici. Tu vois, je vais pas dire qu'il y a qu'une seule partie de la population qui s'en fout de l'histoire de France, mais même des gens qui sont nés ici. Moi, j'en connais beaucoup. Je leur parle de rois, de tout ce que tu veux. Ils ont rien à carrer, quoi. Tu vois. Après, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais Mais en même temps, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que c'était si différent avant? Avant qu'il y ait cette massification de l'accès à l'école. Le paysan du coin, ça se trouve, il en avait rien à foutre lui aussi, tu vois. voilà, peut-être, ouais. Déjà, il Sauf avait pas que, accès aux livres, déjà, donc bon. oui, bon après, voilà, c'est très grossi le trait, parce qu'en vrai, ils étaient quand Oui, même non, lettrés. enfin, après, je veux Donc, dire, comparé à certains bourgeois parisiens qui avaient des grosses bibliothèques, machin, le petit paysan dans la Nièvre, bon, il y avait quand même moins prestigieuse bibliothèque, si je peux dire. Tu vois. Mais c'est ça. bon, voilà. Bref, bon bah écoute, est-ce que tu as un mot pour la fin? Il est 22h34, je pense que c'est le bon Bah, moment pour écoutez, s'arrêter. c'est une première pour moi, en tout cas, moi j'ai bien aimé ce genre de format là. Je pense que je vais revenir pour le coup. Tu vois. Eh bien parfait, bah écoute, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de Euh, souci. voilà, j'espère que parce que je sais que j'avais quand même pas mal écrit sur sur des paplards, des plans, des trucs, des machins, des exemples pour pas me perdre et pour pas raconter n'importe quoi. Donc j'espère que ça faisait pas trop lu par exemple, hein, que c'était pas ennuyeux quoi.
Mais sinon, en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié un peu ce que j'ai proposé. Et puis, Ah, bah, on a quand même une question, je te coupe, comme ça tu te vas-y, réserves la petite conclusion pour la fin. vas-y, vas-y. De JS en liberté, en Anarcapie, quelle serait votre école de choix? Ouais, moi je sais déjà. Ah ouais? J'avais déjà parlé. Moi c'est précepteur. Ah ouais? Ouais. Moi ça serait précepteur. Voilà, comme ça il adapte ses méthodes à l'enfant. Et en plus de ça, je le choisis par rapport à sa réussite, à ses réputations, etc. T'es pas Montessori, toi? Non, non, clairement pas. Pour moi, c'est un truc de hippie ridicule. Moi, je veux que mon fils soit le prochain Elon Musk, donc tu vois, Giga chat, quoi. Montessori, tu risques pas, quoi. Ouais, voilà. Après, voilà, chacun fait comme il veut, il n'y a pas de C'est souci. ça. Mais moi, je serais plus précepteur, école, moi. École, c'est que des. À part, en fait, ça va dépendre de la personnalité de ton gosse. Des fois, C'est ça. t'as ton gamin, il a besoin d'être avec plein d'élèves, et puis t'as d'autres gamins qui, bah, c'est tout le contraire. Euh, Eux, ils sont là pour, ils aiment être tout seuls dans leur truc, à lire, à travailler, etc. Ça dépend des personnalités. Moi, en tout cas, je serais plus précepteur. Voilà. Pour le coup, c'est une question qui me laisse un peu à défaut. Vraiment, véritablement comme ça, j'aurais dit un truc dans le style Montessori, tu vois, mais j'en connais pas assez pour me prononcer véritablement sur un choix comme ça. Mais pour le coup, c'est une Tu, question qui va tu, me permettre d'y réfléchir, donc c'est cool. tu veux que tes enfants soient des saltimbanques, c'est ça? Des jongleurs? L'école du cirque, C'est ça. de Nîmes, de Nîmes. Non, Mais j'exagère. non, mais un truc dans le délire, pas forcément que de l'artistique ou quoi, mais juste sur l'émergence des talents, la créativité, ouais, je pense que ça plus un truc comme ça, quoi. Mais pour le coup, ouais, mon Montessori, ça me dérangerait pas tant que ça, vraiment. Après, c'est Mm. vague à Montessori, t'as de tout. Oui, c'est ça, il y a plein de trucs, quoi. Oui, je sais, JS, lui, c'est unschooling, donc rien, en fait. Ton gamin, juste, s'il a envie d'apprendre, il apprend. S'il apprend pas, bah, il apprend pas. Peut-être. Et Montessori. Lizard Freeman nous dit la mine. C'est vrai que c'est une bonne école, mais pas sûr que tu y restes très longtemps. Sinon, les wesh diront la rue. Ouais, la rue, l'école de la Enfin, la rue. rue. Enfin, la rue. La street. Et les boomers, c'est l'école de la vie. C'est Sur ça, comme Facebook. quoi, oui. Chacun son délire, tu sais. C'est ça. Bon. Mais ouais, en tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ton live, donc il n'y a aucun problème pour que tu Ok, repasses. c'est cool. De toute façon, après, ça va être l'avis du public. Si personne te veut, bon, bah, on te Ah, reprend ça pas. Hein. dégage, hein. C'est ça. C'est ça. Nous sommes un mini-marché, tu vois. Donc, Ça. Ah, nos ici, il n'y clients, aura pas, bon, il y aura pas de 49.3 pour que je vous oblige à regarder ma tête, hein, ça, de c'est toute sûr. façon, tu n'as aucun pouvoir sur cette chaîne pour le moment. Donc, Ah oui, va c'est falloir vrai, faire tes preuves. j'avais oublié que c'était Radio Villon. C'est ça, c'est ça. Mais n'hésitez pas, ouais, dans les feedbacks de Radio Libertaria, c'est fait pour à faire vos retours, etc. Le JEG, Ah bah, je serais content y a- d'avoir du y a- retour, ouais. voilà, y a pas de souci. Bah écoute, moi je vous dis bonne soirée, je te laisse le mot de la fin, c'est ton émission, tu vas conclure. Et puis voilà, Bon, bonne bah soirée à écoute, vous. comme j'avais déjà bien entamé la conclusion, non, c'est ça, c'était surtout vous remercier d'avoir écouté ce petit programme vidéoludique en live. Et puis non, voilà. Parce que je pourrais en rajouter d'autres. Je pense que, enfin, on a quand même bien fait le tour. Donc, euh, donc voilà. Non, merci à vous. Et puis, ben, il faudrait que on voit avec Adam justement pour proposer d'autres trucs, comme sur le cinéma, là, on en avait parlé. T'inquiète, on va se faire ça. Donc, euh, donc voilà, voilà. Non, je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Ouais. Très bien. Bah bonne soirée. Et ben, bonne soirée à tous. Et puis merci à toi, Adam.